de 2013. Autrement dit, c'est complètement dépassé. Parce que si vous regardez en parallèle la courbe, alors ça peut-être vous saurez mieux que moi, la courbe le taux d'équipement et des usages, et des usages des écrans dans les familles, 2013 c'est le passé lointain déjà. Bon, n'empêche qu'en 2013, c'était 1/3 des enfants de moins de 3 ans qui prenaient tous leurs repas devant un écran. À l'échelle du monde ou de la France? Alors je crois que c'est français. C'est français. 15% des bébés de 15 jours à 3 mois qui mangeaient déjà devant une distraction, TV ou écran. On remarque un phénomène qui est récent, qu'on peut lier à ça. En tout cas, il y avait un pédiatre qui commentait cette étude. C'est l'introduction trop tardive des repas complets, qui se fait maintenant en moyenne, donc c'est sans biberon de lait, qui se fait maintenant en moyenne à 10 mois, soit 2 mois plus tard qu'en 2005. 2 mois pour 10 mois, 1/5 de l'âge, c'est énorme. C'est comme décalage, je veux dire. Et l'introduction des morceaux trop tardifs, en moyenne à 12 mois. Nous n'avons jamais vu en orthophonie autant d'enfants qui présentaient des troubles de l'oralité. Il y a aussi le bon côté, c'est qu'on les prend en charge. On peut aussi dire, bien sûr, qu'avant, on n'était pas attentif à ça. Vous voyez que c'est, comme je dis, c'est récent. C'est très difficile de faire la part des choses. N'empêche que nous avons à conduire des rééducations pour des enfants qui sont très sélectifs, qui ne mangent pas de morceaux, toujours pareil, hors handicap, des enfants qui ont des bouches, une physiologie normale, etc. Des refus alimentaires, des dégoûts, surtout très peu de variétés alimentaires. Donc ça, je pose l'hypothèse que l'enfant qui mange devant l'écran est tellement détourné de ses sensations corporelles qu'il ne connaît pas le goût. Il faut en moyenne 14 présentations d'un aliment pour qu'il soit reconnu par le cerveau. C'est pas 2-3 fois, 14 fois, sous des formes différentes. Voyez. Donc c'est long, on en revient à cette question du temps. On revient à cette question du temps. Et donc, autre chose pour se rendre compte, c'est là où c'est utilisé, par exemple, les tablettes en service de pédiatrie, dans les soins douloureux. Voyez, l'enfant pleure, il y a des soins dentaires ou une prise de sang, on lui montre l'écran, hop, il a plus mal. Vous vous rendez compte la puissance? C'est un sédatif. Donc, ça peut être bien dans certains cas, mais il y a un tri à faire et il y a une réflexion à avoir sur les effets et les usages. Monsieur. Pardon, oui, allez-y. Oui, je voulais juste avoir votre point de vue sur l'hyperactivité. J'ai lu un article comme quoi très jeune, un enfant peut devenir hyperactif s'il est vraiment soumis aux écrans, parce qu'il n'a plus aucun cadre avec son parent, il n'a pas d'explication, il voit des images qui passent et qui s'arrêtent pas. Et je voulais savoir si ça pourrait être une explication. Voilà. Peut-être que vous pourrez compléter. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'hyperactivité. En tout cas, j'ai jamais autant constaté autant de parents me dire que leur enfant était hyperactif. Est-ce qu'il y a un réel diagnostic de l'hyperactivité pour tous ces enfants? Je pense pas. Je pense que certains le sont. Il y a un diagnostic posé par des psychiatres et des médecins. D'autres enfants sont largement surexposés aux écrans et donc du coup ont des difficultés d'attention parce qu'il y a cette surexposition et cette difficulté à se poser. De là à penser que tous ces enfants sont réellement hyperactifs, j'ai un gros doute. Je sais pas ce que vous en pensez. Je partage votre avis. Bon, je crois que, en fait, tout ce temps qu'on est là, on a quasiment la réponse. Parce que je crois qu'on peut se faire confiance sur les intuitions qu'on a en tant que parent, en tant que personne. Comme on disait tout à l'heure, on peut effectivement penser qu'un enfant dont l'attention est mobilisée toute la journée pour ça, va avoir du mal à être en relation avec l'autre, à se poser, à ne pas parler en même temps que moi, parce que c'est différemment de la télé, puisque la télé, quand je parle, ça cause encore. Donc, oui, nous voyons sur le terrain, on n'a jamais vu autant d'enfants hyperactifs. Alors, pour certains, oui, c'est un diagnostic qui existe. Alors, moi, je crois qu'il faut revenir un peu de bon sens. En tout cas, peut-être qu'avant de mettre cet enfant sous Ritaline, on peut peut-être d'abord regarder du côté des écrans. Et de tout le reste aussi. Et de tout le reste. Oui, bien sûr, il y a tout l'équilibre de vie de l'enfant, on pourrait dire. Il y a
plein de facteurs, mais en centrant là sur les écrans ce soir, mais on peut peut-être déjà essayer de voir ce qui se passe. Hein, si nous, on a vu des enfants dans nos consultations ne plus être hyperactifs, ou bien ne pas être hyperactifs quand ils font des choses avec leur corps. Vous voyez ? Parce que si on prend l'enfant là où il en est de son développement, s'il fait des activités qui conviennent à ce qu'il a compris du monde, etc., bah souvent, Retour à l'équilibre. il y a un retour à l'équilibre. En tout cas, on voit cet enfant qui, pour certaines tâches, et notamment des choses très sensorielles, parce que ça, c'est quelque chose, hein, les sens, c'est quand même quelque chose qui... Ça questionne. Hein, les enfants ont du mal à servir de leurs mains. Pardon. Beaucoup d'enfants dans nos consultations ont du mal à servir de leurs mains. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas trop. Vous parliez de la pince qui tend à disparaître pour certains. Chez certains bébés, oui, qui ont beaucoup été sur les écrans, hein, comme c'est un geste qui effleure et qui n'utilise qu'un seul doigt, pour construire la pince, le tout petit, même si ça fait très plaisir parce qu'on le trouve génial, parce que vous vous rendez compte, il a 1 an, il va sur YouTube tout seul, c'est génial, il fait des photos. Ben, c'est vrai, on est toujours super fiers de ce que fait son enfant. Bon, en vérité, c'est pas une trop bonne nouvelle parce que tout ça, c'est construit pour être le plus intuitif possible. Et en vérité, maintenant, ce sera même plus une question d'écran. Ça se vérifie très bien. Ce sera par oral, en fait. Hein, ce sera les enceintes connectées et tout ça. Donc, c'est plutôt des choses qui font à votre place. Donc, merci. On poursuit les questions. Bonsoir, je suis enseignante en maternelle et directrice d'école aussi en maternelle. Et avec l'équipe enseignante, on s'interroge beaucoup sur cette question parce qu'à l'école, en effet, on voit des enfants avec des troubles du comportement, des problèmes avec l'oralité, des enfants énervés dès le matin. Enfin voilà, tout ce que vous avez dit, on le constate au quotidien. On a essayé de diffuser un petit peu, en effet, la page du département à l'école ou la fiche 3, 6, 9, 12, mais ça n'a pas trop fonctionné, et puis on a trouvé ça plutôt culpabilisant pour les parents, donc voilà. Et du coup, cette année, on s'interroge sur comment travailler cette question. Ça fera partie de notre projet d'école. Et donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de proposer, parce que là, avec l'équipe, on cherche à faire avancer un petit peu le sujet. Donc, qu'est-ce que vous nous suggérez ? Alors oui, la réponse miracle en 2 heures. Non, c'est très compliqué évidemment d'apporter des solutions, mais parmi les initiatives qu'on propose, on en parlait, donc en ce moment il y a une semaine sans écran qui se déroule dans différentes écoles primaires à Nantes-Nord. C'est un hasard de calendrier avec la Digital Week, mais en tout cas on est sur cette thématique. La contre-soirée. Voilà, c'est ça. À chaque fois, on essaie de présenter ça. C'est la semaine sans écran / sans écran. C'est-à-dire le chiffre 100 aussi.